Nous voilà repartis donc pour la session suivante, donc avec une présentation donc de Zenica et de Géraud Duet de Bernonville, donc qui est consultant data chez Zenica, pour 25 minutes de présentation et puis une petite démonstration. C'est pour ça qu'on a eu un tout petit retard, excusez-nous, et on se gardera 5 minutes de questions. Voilà, la parole est à vous. Donc, je vais vous parler de DataOps MLOps. Donc le programme de ces 25 minutes, un petit peu plus peut-être, on va commencer par poser les principes autour de DevOps, DataOps et MLOps. Ensuite, on va voir comment DevOps a émergé et, pour pouvoir faire ensuite un parallèle entre le développement logiciel et le développement de projets data. On verra ensuite est-ce qu'il y a quelque chose qui oppose en fait DataOps et MLOps, et on finira avec une petite démo de mise en œuvre de démarche MLOps avec un outil qui s'appelle DVC. Donc, pour poser les principes, en termes de définition, voilà, on peut voir DevOps, DataOps et MLOps en parallèle. Donc, DevOps, on peut le voir comme un ensemble de méthodes et une démarche qui va permettre de garantir le bon fonctionnement d'un logiciel, donc en production et son maintien. DataOps, on va plutôt le voir comme quelque chose qui me permet de garantir le bon fonctionnement des données. Donc ça peut paraître un petit peu abstrait, on verra un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Et enfin, MLOps, on va le poser comme un ensemble de méthodologies et d'outils qui permettent de garantir le bon fonctionnement des modèles. Alors pour revenir un petit peu sur l'historique, là j'essaie de faire un petit peu le parallèle entre tout ce qui est développement logiciel, mise en place de la partie Ops, puis DevOps, et faire le lien avec le machine learning. Donc là, on est sur une échelle de temps, c'est une chronologie complètement fictive en termes d'échelle de temps, mais ça permet de placer les principales étapes qu'on a retrouvées sur ces différents sujets. Donc si on commence au niveau du développement logiciel, donc on a commencé avec les cartes perforées. Donc pour collaborer avec ses petits collègues, c'était pas forcément évident. Ensuite, on a commencé à s'échanger nos modifications sous forme de fichiers patch. Après sont apparus ce qu'on a appelé donc des outils de gestion de version centralisés, genre CVS, Subversion. Et ensuite, on a vu apparaître donc des outils distribués. Donc principalement Git, qui a survécu à la guerre Git mercurial, pour arriver jusqu'à une dimension plus sociale au niveau du développement. Donc là, je parle de plateformes comme GitHub, GitLab, par exemple, où en fait, on va au-delà des simples modifications de code. On va pouvoir faire en sorte que les développeurs puissent échanger, puissent communiquer sur le code source qui est en train d'être modifié. Pour revenir un petit peu sur Ops, dans le temps, quand on déployait en prod, généralement, il y avait un opérateur qui intervenait manuellement. Il lisait un manuel d'installation qui avait été rédigé généralement par les développeurs au format Word. Donc l'opérateur faisait des copier-coller. Donc évidemment, forcément, des fois, il y avait des coquilles et ça ne marchait pas. Ensuite est apparue l'intégration continue, ou pour CI en anglais, qui a permis d'apporter un petit peu plus d'assurance sur la qualité des développements, dans le sens où ça permettait de construire à un endroit donné l'application. Ensuite, sont apparus des gros bouleversements au niveau du cloud et tout ce qui est infra as code, qui est un ensemble d'outils qui permettent d'ajouter de l'élasticité au niveau de côté Ops, mais aussi pour les devs, puisque ça va faciliter la création de nouveaux environnements de dev. Parallèlement à ça, côté machine learning et projet data, ils ont vécu aussi pendant ce temps-là. Donc le machine learning, c'est très vieux. Enfin, très vieux, c'est relatif. On a commencé avec les régressions linéaires, les réseaux de neurones. On a eu deux hivers de l'IA. Et ça a connu un rebond avec la reprise, la remontée en force de tout ce qui est backpropagation et aussi une notion de culture de la data qui s'est développée avec tous ces outils en fait, qui ont fait une plus grande démocratisation, qui ont démocratisé l'accès à la donnée. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur DevOps, puisqu'en fait ça va être là-dessus qu'on va se baser DataOps et MLOps.
Alors en DevOps, il n'y a pas vraiment de normes qui définit ce que c'est, mais on peut prendre les 5 piliers CALMS qui permettent de définir les principaux axes autour de DevOps. Donc CALMS pour culture, automatisation, lean, mesure et share, partage. Donc la culture, c'est le premier pilier. En quoi c'est important? L'idée derrière DevOps, c'est de briser les silos et d'augmenter la collaboration entre les équipes. Et donc du coup, il y a un premier pilier qui est la culture, qui est d'instiller cette notion d'encourager les gens à collaborer entre eux. Un autre aspect parmi la culture, c'est de pouvoir embrasser le changement. Effectivement, le système d'information dans une entreprise, il va vivre, il va évoluer. Et donc, il faut pouvoir accepter le changement et mettre en place rapidement les impacts induits par ces changements. L'automatisation, l'idée, c'est d'automatiser au maximum. On arrête de faire des copier-coller pour déployer des choses en prod. Donc, l'idée, c'est d'utiliser tout un tas d'outils, comme le continuous delivery qui permet de délivrer en permanence, en fait, à chaque instant, une version qui fonctionne de l'application, et l'infra as code qui va permettre de définir toute votre infra dans du code, ce qui fait que derrière, vous allez bénéficier d'outils, vous allez pouvoir versionner votre infra, vous allez pouvoir faire des tests dessus, etc. etc. On va s'appliquer aussi sur le Lean. Lean, c'est quoi? C'est se concentrer sur le fait de produire de la valeur, et donc du coup, de minimiser le gaspillage au niveau des différents processus de développement et de déploiement. On a la mesure, l'idée, c'est de tout monitorer en termes de process et en termes de déploiement. Et pourquoi on va mesurer? L'idée, c'est de pouvoir sortir des indicateurs qui vont nous permettre de nous concentrer dans le cadre de l'amélioration continue et de savoir qu'est-ce qu'il va falloir améliorer. Enfin, le dernier pilier, c'est le share. L'idée, c'est de partager les connaissances et de s'ouvrir en fait sur les autres équipes. Alors, ça rejoint un petit peu la partie culture, dans le sens où on cherche à accroître la collaboration. Donc DevOps, on peut le voir comme un processus cyclique qui boucle à l'infini. On commence donc par la partie en bleu, en fait, donc sur ce diagramme où on est plutôt sur la partie dev. On commence à réfléchir à ce qu'on veut faire. Une fois qu'on a une idée un peu précise de ce qu'on veut coder, on le code, on le construit, on le teste. Une fois que c'est bien testé, on va pouvoir faire des releases. Donc ce qui va être réalisé va pouvoir être mis en prod, donc c'est la phase de déploiement. Et une fois que c'est en prod, c'est pas fini, il va falloir gérer cette application en production. Pendant qu'elle est gérée, on va monitorer à la fois l'application et en même temps tous les processus qui ont permis de mettre en prod cette application. Donc on peut voir un projet logiciel, un projet software. On peut le voir de cette manière en termes de release en fait. Donc un projet logiciel, c'est essentiellement du code. Et c'est ce code en fait qui va être construit par nos usines logicielles et qui va permettre qui va se traduire sous forme de release. Et donc ça va être ces releases en fait qu'on va pouvoir déployer en production. Sur un projet data ou sur un projet de machine learning par exemple, on a deux éléments qui viennent se greffer en plus. Donc on va avoir le code, effectivement on va coder un certain nombre de choses pour extraire les features, pour préparer les jeux de données, pour lancer l'entraînement des modèles. Mais en entrée de ce code, on va avoir besoin de data, de jeux de données. Et en plus, nos modèles, nos algorithmes, on va devoir les paramétrer. Donc quand on combine ces trois éléments, ça va nous générer un modèle. Et ce qui va être mis en production, ce qui va pouvoir être mis en production, ce qui va être livré en fait, ça va être ce modèle-là. Et donc là, dans le cadre de projets data ou de projets ML, la problématique qui se pose, c'est comment en fait, on assure le suivi au niveau du code, au niveau de la data et au niveau des paramètres. Puisque les data, elles évoluent au fil du temps. Potentiellement, il va y avoir des nouvelles données qui vont être enrichies. Les distributions des données peuvent changer également au cours du temps. Donc voilà, il va falloir réfléchir à comment on peut assurer le suivi de tout ça. Donc sur des projets data, il y a tout un tas d'autres enjeux supplémentaires qui vont se poser et qui sont liés en fait directement en fait à la nature des données, de la data. Déjà, il va se poser des problématiques en termes de qualité. Il faut qu'on ait des données qui soient suffisamment exploitables pour pouvoir entraîner des modèles, par exemple, derrière. Il va se poser la question de la mise à jour des données, de la disponibilité, comment mes équipes peuvent accéder à ces données, de la volumétrie, etc., etc.
Et du coup, bah, c'est l'occasion de ressortir un petit peu nos 5 V qui définissent le big data. Et donc, en fait, autour des projets data, on retrouve toutes les problématiques liées à la volumétrie. On va retrouver des problématiques liées à la vélocité, c'est-à-dire que potentiellement, nos données, elles arrivent en temps réel. Est-ce qu'on peut les traiter en temps réel ou pas? En termes de variété, de sources de données, on va avoir potentiellement des sources de données externes qui vont être diverses et variées, mais pas que. On peut avoir, rien qu'au sein de l'entreprise, des données qui se présentent sous des formes différentes. Avec l'avènement notamment des bases de données NoSQL, ce qu'on a tendance à retrouver, c'est l'utilisation de différentes bases de données selon les différents cas d'utilisation. Donc potentiellement, on va se retrouver avec du Mongo, du Cassandra ou de l'Elasticsearch dans la même entreprise. Donc il va se poser la question de comment on travaille avec tout ça. Ensuite, il va y avoir la problématique de la véracité, qui rejoint un petit peu la qualité des données. Est-ce que je peux faire confiance à mes données? Et enfin, le dernier aspect, c'est la valeur. L'idée, c'est que on a des données, c'est bien, on arrive à les traiter, on est plutôt satisfait de nos données. Comment on arrive à en tirer de la valeur pour notre business? Donc c'est là que DataOps permet d'apporter une réponse. DataOps, on peut le voir comme un moyen qui va permettre de sécuriser la data analytics. Alors là, j'ai mis un petit peu un pipeline qui représente le type de traitement de données qu'on peut avoir à faire quand on fait de la data analytics. Donc généralement, on commence par une phase où on identifie les sources de données et on va démarrer la collecte de ces données. Ces données, une fois qu'on les récupère, on va pouvoir les traiter pour les enrichir, les agréger, les nettoyer, etc. etc. Une fois qu'elles sont traitées, il va falloir les mettre quelque part. Donc on va devoir les stocker. Et donc ça va être un processus qui va être itératif également, puisque nos données, elles vont évoluer. Donc il va falloir boucler en fait sur les différentes étapes de ce processus. Et donc DataOps, ce que pousse DataOps, ça va être l'automatisation de tous les éléments de cette chaîne. Et le but de DataOps, ça va être quoi? Ça va être d'avoir des données qui sont accessibles. Donc en bout de ma chaîne, là, j'ai mes données qui sont dans un stockage quelque part. Mais ce stockage, idéalement, il est accessible à toute mon entreprise. Ça va me garantir aussi l'intégrité continue des données. Alors comment? Parce que à chaque étape en fait, de mon workflow, je vais avoir des tests qui vont être réalisés, des tests automatisés. Et enfin, le but de tout ça, c'est quoi? Ça va être de construire plus rapidement des produits de data analytics. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, là, j'ai montré un workflow. Effectivement, ça a l'air assez simple comme ça, mais quand on le démultiplie en fait au sein du SI, au sein des différents domaines métiers d'une entreprise, en fait, ça devient beaucoup plus compliqué puisqu'il va y avoir potentiellement à coordonner, à orchestrer en fait un petit peu tout ça. Et donc c'est pour ça qu'en fait DataOps va bien au-delà de la simple technique de la volonté de tout automatiser. Ça va avoir des impacts en fait au niveau de l'organisation. Donc l'idée c'est quoi en fait? Ça va être de considérer la data comme un asset. C'est-à-dire comme vous allez considérer la data comme vous considérez vos applications. Donc vous allez les suivre, vous allez avoir des projets dessus, etc. etc. L'idée aussi, ça va être de briser les silos, faire en sorte que les gens se parlent, que les clients de la data parlent avec les devs et que les ops aussi parlent avec les devs. On va mettre en place de l'automatisation, donc on va utiliser les outils qui viennent de DevOps, avec tout ce qui est intégration continue et continuous delivery, donc livraison en continu. Et l'autre point important, ça va être de fournir des feedbacks rapides. Parce que potentiellement, une ligne métier va exposer des données, mais peut-être qu'elles n'ont pas un niveau de qualité suffisant pour être utilisées partout. Et bien ça, en fait, il faut que ça remonte rapidement à l'équipe qui émet les données pour que ça puisse être corrigé. Et donc là, DataOps, on a retrouvé un manifeste qui présente 18 points. On ne va pas tous les passer. J'ai mis en évidence ceux qui me semblent le plus liés en fait, à DevOps. Donc notamment le point Value Working Analytics. Donc l'idée, c'est de se focuser sur la valeur qu'on cherche à apporter en termes de nos projets d'analytique. Le deuxième point, c'est le fait d'embrasser le changement et donc du coup
d'accueillir, hein, d'être prêt à faire en sorte que nos projets de data analytics vont évoluer. L'autre point, c'est l'analytique as code. Hein. Donc, derrière votre projet d'analytique, vous allez avoir du code source, hein, qui va être versionné, qui va être construit régulièrement dans vos usines logicielles. Hein. Donc là, on retrouve le côté DevOps. On a la partie orchestration où il va falloir du coup organiser les différents pipelines de traitement de données. Ensuite, on a la partie de la mise à disposition d'environnements. Hein, donc l'idée, c'est que pour tous les utilisateurs qui souhaitent travailler sur la donnée, il faut qu'ils aient un moyen de popper rapidement un environnement avec tous les outils nécessaires qui vont bien. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est la partie monitoring, donc de la qualité et de la performance, hein, de toute la chaîne. Donc on retrouve aussi côté DevOps. Donc là-dessus, ce qu'on va retrouver aussi, depuis quelques années, on commence à parler de MLOps. Donc on va voir un petit peu en quoi ça consiste. Donc c'est un petit peu différent, hein, de DataHouse. DataHouse qui est plus en fait quelque chose au niveau organisationnel. MLOps va plus être un outil, voilà, un ensemble d'outils. Ça va plutôt être au niveau de la technique. Donc la problématique que cherche à résoudre MLOps, c'est comment j'ai mon data scientist. Il développe un modèle sous Jupyter, par exemple. Comment le mettre en production? Sachant que potentiellement, vous voyez en bas à gauche, là, j'ai mon data scientist qui crée un certain nombre de modèles, un certain nombre d'expériences. Hein, donc avec différents algos, régression logistique, random forest. Et pour random forest, voilà, il teste différents paramètres. Et donc du coup, pour versionner, ça commence à être un petit peu compliqué. Et donc MLOps va chercher à adresser tout ça. Ce que ça va chercher à adresser aussi, c'est comment on collabore sur un projet de machine learning. Hein, comment faire en sorte que mes différents collègues data scientists puissent travailler sur le même modèle. Ce qu'on va voir aussi, c'est du coup côté production. Hein, MLOps va nous donner tout un tas d'outils, de bonnes pratiques pour monitorer les modèles en production. Alors ça va être du monitoring purement technique, hein, en termes de temps de réponse par exemple, en termes de disponibilité, etc. etc. Mais ce qu'on va aussi monitorer, c'est l'évolution des prédictions, par exemple. Hein, voir si la distribution de ce qu'on prédit correspond aux distributions sur lesquelles on a entraîné les jeux de données. Et on va surveiller aussi l'évolution des données qu'on va avoir en entrée. Hein. L'idée, c'est de surveiller ce qu'on appelle le input drift, hein, puisque typiquement, si je suis sur un site de e-commerce, le comportement de mes utilisateurs va changer selon qu'on est à la période de Noël ou on est en plein été. Donc il va falloir dans ces périodes-là que je réadapte, que je réentraîne potentiellement mes modèles. Et donc cette phase de réentraînement, c'est ce que va permettre, nous permettre d'adresser aussi MLOps. Et on retrouve une couche DevOps avec la possibilité du coup de gérer facilement différents environnements pour déployer des modèles à plusieurs endroits pour pouvoir les tester par exemple. Là, on retrouve 4 piliers. Donc, on a un manifeste aussi, MLOps. Je vous ai mis le lien là en bas du slide. Alors, il faut que MLOps prône des développements qui sont reproductibles. Hein. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réentraîner les modèles. Hein. Quand je prends le code source, les données et les paramètres, je suis capable de le reconstruire soit sur ma machine, soit sur un environnement donné. Il faut que les modèles soient justifiables. Hein. Donc, il faut arriver à tracer comment ce modèle a été créé. Et tracer, par exemple, c'est sur quel jeu de données aussi il a été entraîné. Il faut que ce soit collaboratif en permettant notamment la collaboration asynchrone. Hein. Donc, avec le contexte de pandémie et de développement du télétravail, effectivement, les collègues ne sont pas tous forcément disponibles au même moment. On ne peut pas tous se mettre derrière le même écran pour travailler sur un modèle. Et donc, il faut avoir des outils qui permettent aux collègues de pouvoir donner leur avis sur un modèle, sur un développement que je suis en train de faire. Et il faut que ce soit continu, hein, donc il faut permettre le déploiement en continu, le monitoring en continu des modèles. Donc le déploiement en continu, c'est quoi? C'est à chaque instant, en fait, je suis capable de déployer un modèle qui fonctionne en prod. Alors, l'écosystème MLOps, il est très riche.
Donc là, c'est une cartographie qui a été faite par la Linux Foundation. Hein. Donc vous voyez rien, c'est normal, hein, c'est pas grave. L'idée, c'est juste de montrer qu'il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles. Mais en fait, ce qu'il faut principalement retenir, c'est que quand vous allez mettre en place votre démarche MLOps, votre stack MLOps, vous allez avoir à choisir un certain nombre en fait, de catégories d'outils. Déjà, vous allez commencer par définir vos outils qui vont permettre de faire votre analyse de données. Donc là, dans l'exemple que je vais présenter juste après, moi je suis parti sur du R et PyTorch. Hein, donc voilà, PyTorch qui permet de faire des réseaux de neurones, du deep learning. En termes de gestion, de contrôle de source, donc ce qui va me permettre de versionner. Ce qui va me permettre de versionner mon code source, ça va être Git. Au niveau de ce qui permet de faire des tests et de construire, donc j'ai utilisé TestZat, donc une librairie R et Make. En termes de déploiement, je vais utiliser Git et DVC. Alors on en parle un petit peu après, DVC. En termes de modèle et dataset registry, donc ça c'est des notions qui sont propres du coup à MLOps, hein, qui sont un petit peu nouvelles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir centraliser en fait le stockage de vos modèles et de vos jeux de données. Donc là j'ai utilisé DVC également. Le feature store, c'est ce qui va contenir tout le code qui me permet de transformer mes données et d'extraire les features qui vont bien. Là, pour l'instant, j'ai juste mis ça dans mon fichier sur mon projet. Et enfin, je vais avoir un ensemble de métadonnées et d'orchestrateurs qui vont me permettre de déployer mon modèle. Hein, donc là, je vais utiliser DVC également. Alors DVC, c'est quoi? C'est un outil open source qui est agnostique des technos. Donc c'est développé en Python, mais effectivement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Python derrière. Moi, j'ai fait le test. J'ai fait la démo avec R. Et dans le fonctionnement, en fait, ça étend Git en ajoutant le tracking des jeux de données, des paramètres et des modèles. Et donc, en fait, ces jeux de données, ces paramètres et ces modèles, ils vont être stockés sur un storage partagé de type S3, SSH ou HDFS, ou même il y a Google Drive aussi qui fonctionne bien. Et donc, derrière, vous allez créer vos pipelines avec DVC. Vous allez les exécuter avec DVC. Et derrière, DVC va vous fournir un certain nombre d'outils qui vont permettre de suivre, par exemple, les métriques, l'évolution des paramètres. Couplé à CML, donc qui est Continuous Machine Learning, vous allez pouvoir enrichir en fait l'aspect social côté GitHub. Je vais vous montrer ça juste après. Après, donc, comment ça fonctionne au niveau de Git, donc vous allez avoir une branche principale, master, qui va contenir en fait toutes les versions qui sont tous les modèles qui peuvent être mis en production. Et ensuite, à chaque expérimentation, vous allez créer une nouvelle branche. Donc on voit, j'ai une branche régression logistique qui va être qui a été remergée sur master et donc qui est prête à être mise en prod. J'ai une branche neural network, etc., etc. Je vais juste, on va attaquer la démo. Hop. Donc on est sur, là on est sur GitHub, donc c'est un projet qui s'appelle Lego MLOps. Alors pourquoi Lego? Parce que je suis parti d'une compétition Kaggle pour reconnaître des Lego. Donc c'est public, le repo est accessible. Donc après dans le fonctionnement, juste pour présenter un petit peu le projet, donc là on retrouve mes 4 étapes. L'étape où je charge la donnée, je la prépare. Ensuite j'ai la phase où on entraîne le modèle et on finit par évaluer le modèle. Derrière, donc on va utiliser ce qu'on appelle les GitHub Actions. Donc ça va être notre outil de CI/CD. C'est GitHub qui fournit ça et qui permet d'automatiser un certain nombre de choses. Et en fait, à chaque fois qu'un data scientist va pusher quelque chose sur ce repository, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'actions qui vont être effectuées. Déjà, on va commencer par faire un DVC pool. DVC pool, ça va permettre de récupérer en fait les données, les paramètres, etc., qui sont stockés sur mon storage centralisé. Et ensuite, mon runner de GitHub, il va exécuter DVC repro pour reproduce. Il va essayer de reproduire du coup l'expérimentation. Et en sortie de cette expérimentation, on va générer un rapport qui va contenir les métriques, les paramètres et potentiellement, là j'ai ajouté une matrice de confusion. Donc si on regarde, donc ça derrière ça se traduit, on va créer en fait des pull requests. Donc les pull requests, c'est ce qui va permettre avant de merger en fait des modifications sur une branche, ça va permettre aux développeurs, aux collègues, aux data scientists d'échanger pour savoir si oui ou non il faut merger ou pas
cette modification. Et donc là, on a un exemple. Donc quand le runner GitHub a fini de tourner, mais il rajoute un commentaire sur ma pull request avec donc, le rapport de l'expérimentation. Donc là, on voit au niveau de l'accuracy, bon, j'ai 0,18, bon, c'est pas terrible. Au niveau des paramètres, on peut suivre un petit peu l'évolution. Et enfin, on a notre matrice de confusion. Bon. Voilà. Alors, je reviens. C'est un démo. Et donc, ouais, c'est là-dessus là. Et donc voilà, donc pour résumer, DataOps, on peut le voir comme un moyen d'opérationnaliser les pipelines et d'orchestrer les différents workflows de traitement de données. Et il faut le voir aussi comme un levier qui va permettre de changer en fait l'organisation au niveau de l'entreprise pour aller vers plus d'agilité au niveau du traitement de la donnée. MLOps, il faut plus le voir au cœur de la stratégie machine learning et intelligence artificielle. Et donc du coup, MLOps va permettre de suivre vos développements, vos créations de modèles, va permettre de suivre les modèles, les environnements, où ils sont déployés, etc. etc. Et tout ça va reposer en fait sur un certain nombre d'outils, un certain nombre d'idées qui sortent de DevOps. Et donc DevOps, ça va être l'approche qui va vous permettre de délivrer vos solutions qui apportent de la valeur. Et tout ça reposer sur la collaboration entre les équipes. Voilà. J'ai fini. Ouais. Okay. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a 2 minutes pour des questions. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur le chat. N'hésitez pas. Merci. En tout cas, c'était très clair et ça permet de... Je ne sais pas si tu connais Louis Dorard qui a travaillé sur le Machine Learning Canvas. C'était des sujets qu'il avait déjà partagé à Data Aquitaine. Et c'est vrai que ça rejoint. Ça m'a un peu inspiré aussi. Donc apparemment il n'y a pas de questions pour l'instant. Vous avez un contact peut-être pour... Alors, j'ai le contact, oui. Donc ça va être gero.dugetdebernanville@zenica.com. Okay. Et sinon, effectivement, il y a sur le programme de Data Aquitaine, il y a les liens vers LinkedIn, GitHub, je crois, et Twitter. Voilà. Merci beaucoup. On revient dans 30 secondes pour la présentation suivante de l'INSEE. Voilà, à tout de suite.